grand débat du jour. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et la dissolution de l'Assemblée nationale qui a plongé le pays dans l'incertitude. Vous l'avez peut-être remarqué autour de vous lors du repas du dimanche en famille. La situation vous angoisse. C'est hors sujet la réponse de l'extrême droite parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. Il y a des notes de services de renseignement qui évoquent de possibles troubles à l'ordre public. Le 30 juin et plus certainement le 7 juillet, le jour du second tour, parce que nous avons en France beaucoup d'agitateurs. Et donc 47% des Français se disent moins sereins depuis la dissolution et même 39% de sondés se déclarent davantage angoissés selon cette étude pour la Fondation Jean Jaurès. Alors parlons vrai, pensez-vous que la France ait déjà vécu une telle situation ? Emmanuel Macron est-il d'ailleurs le seul et unique responsable de la situation que nous vivons ? Et à cette question, la situation actuelle vous fait-elle craindre pour votre avenir ? Vous dites à 34% sur le plan économique, 7% sur le plan politique, 36% sur le plan sociétal et 23% n'a aucune crainte. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Avec notre invité Frédéric Sinclair qui est avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore, et de l'extrême droite expliqué à Marie Chantal, publié à la Nouvelle Librairie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Philippe Bonjour. Bilger, sur ce mal-être finalement des Français, peut-être de ne pas voir le bout du tunnel. Il me semble qu'avant même la dissolution, la France était dans un état d'inquiétude. Depuis la dissolution, cet état s'est aggravé et on peut comprendre que tous les secteurs qu'a évoqué Philippe David dans son interrogation sont touchés par cette angoisse qui tient d'abord évidemment à l'incertitude politique. Mais en ce qui me concerne, probablement par une sorte de perversion démocratique, j'avoue que cette inquiétude que j'éprouve est en même temps compensée par une sorte de curiosité politique pour ce qui va advenir. Comme si, à partir de cette angoisse même, pouvait naître un sursaut, quel que soit son visage. Olivier d'Artigol. Enquête d'opinion après enquête d'opinion, depuis quelques années, s'est installé dans le pays à peu près 2/3 des Français, quand ils sont consultés, qui se disent pessimistes, et un gros tiers qui va plutôt vers une approche positive de l'avenir. Ça recouvre d'ailleurs assez une réalité économique et sociale. Il y a des personnes pour qui la vie en elle-même n'est pas une angoisse, et d'autres qui ont plus de difficultés quant aux conditions d'existence. Mais il me semble que la dernière période, depuis la dissolution, a accentué quelque chose de très anxiogène. De quoi l'avenir va-t-il être fait ? Avenir économique, politique, social. Et en plus, la campagne que nous menons n'est pas quand même à laquelle nous assistons et que nous commentons, n'est pas quand même une campagne où il y a un concours entre imaginaires positifs. C'est-à-dire que cette campagne-là est quand même une campagne extrêmement dure, négative, culpabilisante. Et donc ça marque aussi. Moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a de la peur, il y a de l'angoisse, mais parce que les gens anticipent de la casse sociale. On a conscience de l'état des finances publiques, on a conscience du programme de Macron, du RN, qui sont finalement assez proches en réalité d'un point de vue des finances publiques et du point de vue de la taxation des classes moyennes ou des classes populaires. Et donc fondamentalement, les gens anticipent cela. Ils anticipent des services publics qui seront pas redynamisés, qui seront pas soutenus. Ils anticipent des baisses éventuellement de prestations sociales, les droits du chômage, la retraite, etc. Donc tous ces débats-là dont on a déjà abondamment parlé, et malheureusement j'ai la sensation que les Français ont raison, dans le sens où effectivement si une coalition de droite ou d'extrême droite, ce qui serait encore pire, arrive au pouvoir pour continuer ce type de réforme, il y aura effectivement de la casse sociale. Donc cette peur, malheureusement, elle est parfaitement justifiée. Frédéric, cher Tom, vous n'oubliez qu'une chose, c'est toujours le nouveau Front populaire qui entraînera une catastrophe absolue. Non, parce qu'il n'y aurait pas une casse sociale par le Front populaire. Il pourrait y avoir, et ça je suis tout à fait d'accord, ça se discute. Si la France est mise sous tutelle du FMI, il y aura de la casse sociale. C'est pour ça. Et dans d'autres scénarios, elle serait pas mise sous tutelle. Il y a du sérieux. Il y a du sérieux effectivement. Il faut mettre les deux. Non mais Philippe, vous avez raison. Il y aurait du sérieux évidemment à mettre dans le programme et dans l'application du programme du Front populaire. Mais après, il n'y a pas de casse sociale dans ce programme-là. C'est même le programme le plus vertueux d'un point de vue social. Si on prend en considération les intérêts des catégories inférieures. De cette émission. Et Frédéric Sinclair, politologue, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Sinclair, on a l'impression qu'il y a 50 nuances de crainte chez les Français en ce moment. Je
sais pas pourquoi il rigole. Il me semble qu'il y en a deux, principalement. Une crainte qui est structurelle, qui est une angoisse existentielle, et qui en réalité est persistante. Et ensuite, il y a une crainte, une angoisse conjoncturelle, qui est liée au moment que nous vivons, et qui me semble pas être la plus importante quand on voit typiquement celle qu'on a traversée pendant le Covid, quand on voit celle qui a été générée médiatiquement au moment de la guerre en Ukraine. On se rend compte que y a des chocs qui peuvent être médiatiques, qui peuvent être sanitaires, qui peuvent être politiques ou économiques, et qui fabriquent des angoisses conjoncturelles. Il me semble que celle que nous traversons n'est pas la plus importante. Ensuite, effectivement, la polarisation du débat et le fait que, j'allais dire, l'imaginaire, pour reprendre le mot très juste de Olivier d'Artigol, l'imaginaire aujourd'hui collectif se fragilise d'une certaine manière, parce que tout ce que les Français ont connu au XXe siècle est en train de se dilapider. Mais j'allais dire, c'est la thèse que je soutiens depuis des années, c'est que la majeure partie des responsables politiques et une partie des observateurs politiques ne sont pas entrés dans le XXIe siècle. Et donc, forcément, quand ils analysent la position soit de Jean-Luc Mélenchon, soit d'Emmanuel Macron, soit du groupe, du bloc des droites dites extrêmes, et que j'appelle moi radical, et qu'ils voient partout une forme d'identitarisme, de tension des rapports entre l'intérieur et l'extérieur du pays, l'Europe et que ça, tout ça, ça crée une incertitude, parce qu'en fait, c'est les schémas qui s'effondrent. Mais j'ai pas l'impression que les Français soient pénalisés quand on voit les 66% de participation. Je rejoins Philippe Bilger, il y a quand même une excitation pour voir qu'est-ce qui va sortir de là. Frédéric Sinclair, vous bougez pas, parce qu'on va passer en direct avec le Tour de France. L'arrivée du Tour, Vincent Barthaud. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Et c'est une arrivée au sprint, Vincent Barthaud, de l'étape qui conduit les coureurs de Saint-Jean, de Maurienne à Saint-Vulbas. Oui, effectivement, le peloton a beaucoup de retard sur l'horaire, mais nous sommes maintenant à quelques 500 mètres de l'arrivée avec le coureur Jasper Philipsen. Il y a Mark Cavendish, il y a Binyam Girmay, le vainqueur de la première étape l'autre jour. C'est un peloton contact, ça frotte beaucoup. La route est très large, tout le monde veut vraiment essayer de l'emporter aujourd'hui, mais ça frotte énormément. Il y a aussi le François Arnaud démarre, il y a toujours un peloton dans la courbe à droite, ça y est, c'est lancé. Il y a Mark Cavendish qui est en train d'essayer de battre le record d'Eddy Merckx. Une chute, énorme chute à l'arrivée. Mark Cavendish qui l'emporte aujourd'hui. Mark Cavendish qui est en train de battre le record d'Eddy Merckx. Aujourd'hui, il remporte sa 36e victoire sur le Tour de France. C'est incroyable, c'est ce qu'il voulait. Mark Cavendish, il a fait le Tour de France pour ça. À 35 ans, c'est incroyable. On peut lui tirer le chapeau. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Eddy Merckx, le plus grand champion de l'histoire, c'était historique, vient de voir Mark Cavendish le dépasser pour le nombre d'étapes gagnées sur la grande boucle. Merci à vous Vincent. Sud Radio fait son Tour de France avec Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Et on revient sur notre débat du jour. Pas facile de revenir sur ce débat. Mais il ne se passera pas au sprint, le débat. Philippe Bilger. Oui. J'aimerais... Frédéric Sinclair. Voilà, Frédéric Sinclair, vous avez, si j'ai bien saisi, dans l'attente impatiente du Tour de France, vous considérez que la manière dont on perçoit la politique aujourd'hui du côté des extrêmes n'est pas adaptée au futur. Au fond, quelle serait, à votre avis, une approche qui conviendrait un petit peu à votre vision de l'avenir? Je pense que le 21e siècle a été l'occasion, la fin des années 90 à vrai dire, a été l'occasion de la publication d'un certain nombre de grands livres. Le premier, c'est Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Et il a placé la question géopolitique au centre. Vous avez vu qu'on est quand même très franco-français dans nos débats. En réalité, ma thèse, c'est que la plupart des débats qu'on a peuvent être analysés sous un angle géopolitique et on les comprendrait beaucoup mieux. Le deuxième ouvrage
qui a été déterminant, c'est celui de Fukuyama. Fukuyama, il explique en fait que on arrive à la fin de l'histoire, c'est-à-dire la victoire des démocraties libérales. En réalité, quand on le lit un peu plus finement, il dit pas que les démocraties libérales ont vraiment gagné, il dit que c'est le modèle le plus élevé qu'on peut atteindre. Et en fait, c'est ça qui est en train d'être remis en question. À la fois la conception qu'on a de la démocratie et la conception qu'on a du libéralisme. C'est fragilisé aujourd'hui parce que les grands blocs civilisationnels que sont la Chine, l'Afrique, le bloc islamique en pleine résurgence et la Russie qui vient de se détacher du bloc, définitivement du bloc occidental, ces grands blocs-là concurrencent sur leur terrain les Occidentaux qui s'affaissent. Et ensuite, le troisième livre, qu'on passe toujours sous silence, mais qui est absolument essentiel à comprendre, c'est celui de Charles Taylor sur le multiculturalisme. En réalité, il met au milieu la notion de thumos qu'on connaît depuis Platon. Cette thumos, c'est un désir de reconnaissance. Et il le place pas à l'extrême gauche dans le wokisme, il le place au cœur du système politique libéral, dans le libéralisme. Et il dit... Si vous êtes des démocrates, vous ne pouvez pas ignorer le désir de reconnaissance. Votre volonté d'égalité, qui est propre à la démocratie, ne doit pas se limiter au droit et à l'économie, comme vous le faites jusqu'à maintenant. Vous devez reconnaître la volonté le désir d'existence identitaire, culturelle des gens. Et ça traverse le macronisme. Et ça a fracturé le libéralisme. Et ça fracture aussi le couple droite-gauche, parce que les identitaires, que ça soit à gauche du côté de Mélenchon ou à droite du côté de Le Pen Reconquête, ces identitaires-là commencent à prendre le chemin. Et donc, tous ces éléments-là, à mon avis, sont constitutifs du XXIe siècle et ne sont pas pris en compte dans les analyses franco-françaises qu'on fait. Ça fragilise l'analyse. Olivier d'Artigol veut réagir. Il me semble que votre dernier point est déterminant. Les deux premiers sont importants aussi. Mais sur ce besoin de reconnaissance, qui n'est pas uniquement un besoin de reconnaissance dans les conditions de vie, par exemple les revendications salariales, mais quasiment un besoin de reconnaissance anthropologique allant sur le fond. Est-ce que je suis considéré et quasiment respecté pour ce que je suis, pour ce que je fais? Rappelez-vous, lors de la réforme des retraites, combien nous avons parlé du travail, de sa soutenabilité, de son utilité, de son efficience. On avait ouvert là un beau débat qui s'est malheureusement refermé. Et il me semble que cette question-là n'est absolument pas réglée et qu'elle rebondira de différentes manières, quand bien même elle peut trouver un écho dans les... Il y a des gens, vous savez, ils vont à l'urne en étant motivés par une tension prioritaire. Et ce besoin de reconnaissance, il fait que des gens se saisissent d'un bulletin, pas toujours le même d'ailleurs, mais c'est ce qui les motive sur le fait d'aller faire leur acte citoyen. Et je dirais que ce besoin de reconnaissance, en fait, on peut parfaitement partir de la devise, de la fraternité, de l'idée de fraternité pour la bâtir. Et je pense que justement, ce qui fait la différence aujourd'hui entre les différents débats des deux blocs principaux, enfin en tout cas du bloc de gauche et du bloc de droite, c'est justement cette question-là. D'un côté, on a une mise en avant de la liberté, je sais pas, d'entreprise, éventuellement de l'égalité sociale aussi, qui est une certaine vision macronienne ou macrono-compatible, on pourrait dire, mais il n'y a pas d'idée de fraternité finalement dans tout ça, en effet. Et pour qu'il y ait une reconnaissance de l'autre dans sa diversité, et effectivement c'est une question aujourd'hui qui est assez criante, qui est brûlante aussi, j'ai pas l'impression qu'à droite on ait un discours sur ce terrain-là. C'est peut-être aussi ça qui crispe pas mal de personnes qui sont pas forcément issues de la communauté française, on pourrait dire d'origine, même si ça veut un peu rien dire. Notre vraie voix du jour, Chris de Champs-sur-Marne. Rebonsoir Chris. Bonsoir à tous. Vous avez peur, vous craignez pour votre avenir? Non, je dirais que je suis un peu fataliste dans le sens où de toute façon, quoi qu'il se dise, quoi qu'il se fasse, quel que soit le parti qui sera au pouvoir ou quoi que ce soit, ils pourront faire ce que l'Europe leur permettra de faire. Donc en fait, ça va être un bond en avant et clôturer un peu le débat. Moi, je suis plutôt souverainiste à la base. Et je pense que les Français, parce que je sais que ça agit beaucoup sur le moral en fait de beaucoup de Français, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça les inquiète et faudrait qu'ils sortent un peu de leur schizophrénie et de leur syndrome de Stockholm, dans le sens où de toute façon l'Europe planche sur du fédéralisme. Bientôt la France, enfin, c'est mon avis, j'essaie de clôturer un peu, donner mon avis, on est là pour ça, et que la France risque de ne plus exister et que bientôt les gouvernants avec qui là on est en train de se bagarrer et d'écouter les programmes et qui ont toujours les mains liées pour faire du bien au peuple et leur apporter un peu plus de bien au quotidien, mais ont toujours les mains libres pour leur asséner des coups de matraque avec des 49.3 et des réformes des retraites. Bref, et tout ça c'est orchestré par l'Europe. Donc de toute façon, que tous les Français passent un été tranquille et passent des bons JO, parce que le fédéralisme arrive européen et tout ça, il y aura plus de pouvoir de décision au sein de notre pays. Donc ça va être réglé tout ça en fait.
Frédéric Sinclair, ça c'est quand même un vrai sujet dont on parle souvent. Les gens disent, mais de toute façon, on a beau voter, ce ne sont plus les politiques qui décident. C'est décidé par des gens non élus. La Commission européenne de Bruxelles, pour laquelle on n'a pas d'autre mot à dire, la Banque centrale européenne, l'OMC et tutti quanti. La mécanique, en réalité, qui est une mécanique libérale, qui a conduit à cet état de fait européen, cette mécanique libérale, elle a été la convergence des courants de droite et de gauche. Mitterrand a une large part dans la construction européenne, au moins aussi grande que les dirigeants de droite. Donc il y a une convergence qui arrive à Emmanuel Macron et qui part du principe que, étape 1, si les États veulent arriver à fabriquer de la paix, il faut que leur relation de puissance passe sur un niveau plutôt économique. Et alors à ce moment-là, le néolibéralisme doit prendre la place des nationalismes économiques resserrés. Et donc on va fabriquer des organismes supranationaux. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce que j'évoquais tout à l'heure, les blocs civilisationnels qui entrent en concurrence, la Chine qui vient nous concurrencer sur notre terrain et qui est meilleure que nous, nécessite de créer des empires économique. Et l'idée d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne peut plus au niveau français rivaliser avec la Chine ou avec les États-Unis, et donc qu'il faut un empire économique, la taille européenne. Et cet empire économique ne peut être viable que s'il est intégré politiquement, d'où l'idée de fédéralisme. Il va falloir, si vous voulez arriver à contrer cette chose-là, il va falloir recréer de la théorie politique pour montrer que un petit pays peut résister à la mondialisation aussi bien qu'un empire de la taille de l'Europe. Si on n'y arrive pas, ça veut dire que la course va continuer jusqu'à ce qu'on fabrique une zone intégrée fédéraliste européenne. Et si on échoue, on disparaît. Mais fondamentalement, il faut bien comprendre qu'en termes de théorie politique, Emmanuel Macron et les libéraux ont un cran d'avance sur nous. On n'a pas d'alternative économique, sauf certains diraient l'extrême gauche ou la gauche radicale, à ceci près que dans un environnement universel entièrement libéral, ça va être très très compliqué de faire marcher des politiques ultra-sociales. Merci beaucoup Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore, et de l'extrême droite expliqué à Marie-Chantal, publié à la Nouvelle Librairie. Et on l'embrasse, cette Marie-Chantal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, si vous avez raté les bons mots de nos politiques, vous inquiétez pas, on vous a fait un petit condensé, ça s'appelle le qui c'est qui l'a dit. Condensé en un seul mot. Oui, exactement. Chris, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Vous bougez pas, vous allez gagner ? On va essayer, on va tout faire pour, comme d'habitude. C'est bien.